Donc bonsoir à tous. Je vais essayer d'être percutant. J'ai 25 minutes à peu près et comme je suis un grand bavard, ça va pas être simple. On va faire au mieux. Voilà, je vais vous parler d'un projet qui me tient un peu à cœur puisque c'est le premier projet que j'ai réalisé comme architecte mandataire. C'est aussi le premier tout court que j'ai mené de A à Z. J'ai un parcours qui est un peu atypique puisque j'ai exercé longtemps, quelques années à l'Agence locale de l'énergie, qui est un des homologues de l'agence SPUL, que vous connaissez bien, un espace info énergie. J'étais architecte conseil bâtiment durable pendant quelques années quand je suis arrivé à Lyon. Et en sortant de cette expérience, quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, je me suis dit, le premier bâtiment que je veux faire, je veux qu'il soit parfait. Alors j'ai commencé par chercher un client. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé Grand Lyon Habitat, qui n'a pas pu être présent ce soir dans la salle, je crois, sauf erreur de ma part, mais qui a eu la gentillesse de me faire confiance pour un jeune archi, et je leur ai proposé de travailler sur un bâtiment, donc dès le départ assez ambitieux, puisque moi je voulais travailler avec la paille, le bois, et faire un bâtiment passif, donc labellisé Minergie-P. On était en juin 2011. Voilà, donc c'est l'expérience de ce projet que je vais essayer de vous résumer en 25 minutes. Ça fait 1 an qu'on l'a livré, on arrive à la fin de la première année, donc on a les premiers retours d'expérience. Là, ce que je vais vous raconter, c'est finalement les 3 ans qui ont conduit à la sortir de terre. Et je vais commencer par la conclusion. La conclusion, c'est que en fait, dans toute cette aventure, ce qui a été le plus compliqué, ça n'a pas été la mise en œuvre de la paille. La conclusion, c'est que pour ce projet, pour le mener à bien, on a eu beaucoup plus de difficultés à résoudre qui étaient totalement hors de ce contexte paille ou même performance énergétique, puisqu'on a eu beaucoup plus de contraintes, et contraintes plus lourdes sur le respect d'autres règles, et notamment la réglementation handicapée qui a fortement contraint le parti architectural du projet, vous le verrez. Voilà, donc je disais, c'est 4 ans de travail, donc 3 en réalité, puisque ça fait 1 an qu'on l'a livré pour sortir ce petit bâtiment. 21 mois d'études à peu près, 6 mois qui ont été neutralisés, puisque sur le terrain où je vais vous présenter tout à l'heure, il y avait une maison existante qui a été squattée pendant la durée des études. Donc il a fallu attendre que la maison soit libre de nouveau pour pouvoir poursuivre le travail. Donc ça correspond à la période en blanc là qui n'est pas affecté, et puis un chantier pour la construction du bâtiment lui-même qui a duré en fait 9 mois, donc qui s'est passé assez rapidement, et c'est un travail collectif qui a impliqué à peu près une 40aine de personnes, donc avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler sur ce dossier. Il s'agit d'une parcelle donc qui se situe à Pierre-Bénite. La commune de Pierre-Bénite, c'est une commune qui est limitrophe donc au Grand Lyon, au sud-ouest. Une parcelle sur un terrain tout en longueur qui faisait à peu près fait à peu près 870 mètres carrés, une 60aine de mètres carrés de long, et puis une parcelle assez étroite comme vous voyez, pas plus de 14 mètres, avec une maison existante assez belle d'ailleurs sur le terrain qu'il fallait conserver, et dans laquelle il fallait recréer un grand logement, et une maison qui nous a beaucoup inspiré parce que elle est pas très ancienne, mais elle date quand même du début du XXe siècle, et on trouvait qu'elle se tenait quand même vachement bien. Donc ça nous a mis un petit peu la pression quand on a commencé à travailler sur le dossier. C'était aussi un projet sur lequel il y avait un enjeu urbain assez fort, puisqu'en fait cette parcelle a été frappée donc au PLU d'un élargissement de voirie qui était prévu et qui devait entraîner la recomposition totale du site, puisque la démolition des hauts murs en pisé que vous avez peut-être vu sur les photos précédentes, qui saignaient toute la propriété, et qui ont donc été mis à terre pendant le cours des études. Et c'était, du coup, on le savait dès le départ, une donnée importante du projet, puisque ça allait recomposer tout l'espace urbain en conséquence autour. Le programme donc consistait à réaménager la maison existante pour constituer un grand logement et construire 2 logements neufs. Donc assez rapidement, dès les premières études qu'on a pu faire avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc tout à l'heure vous avez vu sur le slide, je les ai pas cités, donc moi je me suis entouré pour ce projet de gens avec qui j'avais pu travailler quand je travaillais à l'agence locale d'énergie, et que j'avais pu rencontrer au cours de mes contacts, parce qu'on faisait beaucoup de voyages d'études à l'étranger, et notamment en Suisse, où j'avais vu des bâtiments très intéressants et très performants, aussi d'un point de vue écologique. Et donc j'avais plutôt voulu constituer une équipe avec des Suisses pour 2 raisons. D'une part parce qu'ils avaient déjà construit en paille,
À l'époque, en juin 2011, moi, j'étais pas encore dans les réseaux de la paille et je savais pas que les règles professionnelles paille étaient en cours de validation. On a fait un petit peu un pari là-dessus. Je l'ai su au moment où on a constitué l'équipe. Mais je voulais quand même partir avec des gens qui avaient déjà mis en œuvre de la paille. J'en connaissais pas beaucoup. Donc j'ai plutôt travaillé avec eux en Suisse. Il s'agit donc du bureau d'architecture et d'ingénierie à TBA. Et puis un bureau d'études bois qui s'appelle Tête de Bois, Alexis Reynaud, qui avait lui aussi mis en œuvre de la paille. Le bureau d'études ATBA avait réalisé aussi des bâtiments MinerJP, labellisés MinerJP, passifs, donc c'était aussi une donnée importante du projet. Donc rapidement, quand on a travaillé donc avec cette équipe pour Grand Lyon Habitat, on a cherché l'insertion la plus juste du programme, qui était assez vite vue. Il fallait travailler plutôt sur la tête de la parcelle pour venir chercher un bâtiment neuf dans lequel on pouvait à la fois assurer l'intimité des futurs occupants, gérer les vis-à-vis avec les bâtiments voisins. Il y a des maisons voisines qui donnent ici sur le terrain, de ce côté-là et de celui-là, donc il fallait pas être trop en face. Chercher un bâtiment plutôt bas et qui s'inscrive dans la continuité de cette rue ici, la rue Voltaire, dans la continuité des bâtiments, avec une architecture relativement simple qui s'insère relativement simplement sans perdre les atouts de la parcelle qui sont notamment une orientation nord-sud très très favorable. Constructivement, donc, on a proposé à Grand Lyon Habitat de viser dès l'esquisse la meilleure qualité environnementale possible, je disais tout à l'heure. Donc, on a recherché l'efficacité énergétique avec le label MinerJP et le recours donc à des matériaux sains, la paille qui était dès le départ dans le cahier des charges, enfin, ce qu'on avait proposé. Et en gros, on a travaillé sur la bioclimatique du bâtiment, surinvesti sur l'enveloppe et puis fait des choix de systèmes cohérents. La paille, donc, ce que je disais tout à l'heure, en conclusion, la paille, finalement, il n'y a pas eu le phénomène de petit cochon avec Grand Lyon Habitat. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un client qui me dit, pourquoi pas. À l'époque, les règles professionnelles n'étaient pas encore sorties et validées officiellement, mais il y avait quand même des documents prototypes qui circulaient, que j'avais réussi à me procurer un peu sous le manteau, mais que j'ai pu amener assez vite à mon maître d'ouvrage qui m'a fait confiance. On avait un bureau d'études en face, un bureau de contrôle, je veux dire, en face, qui n'était pas forcément dès le départ dans les premiers échanges, mais qui en cours de route a appris qu'il y avait effectivement des règles professionnelles qui devaient sortir. Et ce bureau de contrôle n'a pas non plus tiqué quand les règles pro sont sorties. Il a pris les règles pro, il les a achetées, il les a lues, et ça n'a jamais posé aucun problème. Donc on a aussi anticipé dans la conception un certain nombre de problématiques qui pouvaient se poser et des questions qu'aurait pu nous poser le bureau de contrôle en faisant des choix qui étaient aussi liés à des choix de marché public finalement, pour simplifier le projet et avoir le plus de chances possible de le faire aboutir. Donc on n'est pas parti sur de la paille porteuse, on n'est pas parti sur des enduits terre, puisqu'on avait aussi des exigences sur l'étanchéité à l'air qui allait être très dure sur le MinerJP, donc on a plutôt travaillé avec des freins vapeur. On a fait des choix, notamment de revêtement intérieur, vous verrez dans les coupes, où on est sur du doublage non isolé pour pouvoir à la fois assurer la maintenance assez facilement du logement quand il y a des changements de locataires, qu'il faut faire des travaux de reprise, et en même temps protéger les freins vapeur, enfin voilà, des choses assez simples. Ce qui nous a aussi rassuré, moi, en tout cas très rapidement, c'est quand j'ai fait un peu de recherche sur la paille et puis que j'ai su qu'il y avait effectivement un bâtiment à Montargis en 1921 qui était toujours debout. J'ai trouvé ça assez rassurant. Je me suis dit, s'ils sont arrivés en 1921, entre les deux, on est censé avoir envoyé des hommes sur la Lune. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas aujourd'hui à faire des bâtiments en paille. Donc c'était assez rassurant. Voilà, donc le projet, il s'est construit, enfin l'esquisse en tout cas s'est construit assez rapidement. Et je disais tout à l'heure, les difficultés principales qu'on a eues, c'est pas sur l'efficacité énergétique ou sur la paille, c'est vraiment sur le respect des règles liées à la mobilité réduite, en fait, bizarrement, parce qu'on a une parcelle qui est un petit peu atypique, qui est très longue, et sur laquelle donc on devait construire 2 logements qui sont ici, et 2 logements qu'on avait évidemment en phase esquisse. Ici, vous le voyez sur les maquettes, dès le départ, on s'était dit 2 logements superposés, des logements traversant nord-sud. Ça paraissait assez logique avec un rez-de-chaussée qui aurait un accès à un jardin et puis un étage
qui serait sans jardin, mais avec éventuellement des loggias, puis un petit escalier pour monter sur le côté. Malheureusement, et on a essayé d'en discuter beaucoup avec notre bureau de contrôle, qui pourtant était aussi de bonne volonté, mais les textes à l'époque sur la réglementation handicapée vous empêchent de faire ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'avoir, jusqu'à il y a très peu de temps, je crois que les règles évoluent en ce moment, mais c'est pas encore fait, vous n'avez pas le droit d'avoir 2 logements superposés, puisque 2 logements, c'est assimilable à la maison individuelle, au sens de la réglementation handicapée. Vous n'êtes pas en logement collectif. Si vous faites 3 logements, vous êtes en logement collectif, 3 logements superposés. Mais si vous n'en faites que 2, ce qui était la demande de notre maître d'ouvrage, vous êtes en maison individuelle. Et quand vous êtes en maison individuelle, il faut que le rez-de-chaussée soit accessible de plein pied. Et quand vous cumulez cette contrainte avec une autre contrainte, qui est la contrainte des 25 mètres pour la place de parking, avec une autre contrainte dans notre cas qui était celle de la parcelle et de la place disponible et du recul qu'on devait respecter ici, vous avez finalement une surface pour implanter un projet qui est relativement petite, c'est un carré de 11 mètres par 11 mètres, et dans ce carré, et ben finalement, on a tourné le projet dans tous les sens, on a été contraint de faire 2 logements qui sont en duplex, dont un est plein sud et l'autre plein nord. Et ça, on n'a pas pu faire autrement. Et je peux vous dire que c'est en fait là-dessus qu'on a eu le plus de débats et d'échanges, et c'est une aberration totale. Mais c'est vraiment le respect de la réglementation PMR qui nous l'a imposé, clairement. Ou alors, il fallait que le maître d'ouvrage rajoute un ascenseur à son budget, ce qui n'était pas possible. Ou alors qu'on fasse un logement de plus, ce qui n'était pas possible non plus. Donc on a tranché, on a dû prendre cette décision, sachant que le maître d'ouvrage était contre, évidemment, puisque les logements en duplex, il aime pas trop, en général, il perd un peu de place. Alors, on a essayé de faire au mieux, et on a quand même un logement ici plein sud qui finalement est très confortable, puisqu'il s'agit d'un T3 avec une double hauteur. Donc en logement social, je peux vous dire que c'est assez rare, et les locataires sont très contents. Mais c'est une donnée vraiment assez contraignante. Voilà, donc on retrouve le plan carré. C'est un bâtiment qui est construit sur le profil classique d'une petite maison, avec 2 façades qui sont dotées de percements et puis de murs pignons qui sont aveugles, et des matériaux qui sont simples volontairement, assez peu nombreux. On a du béton pour les soubassements, des enduits sur les murs courants. C'était une demande de la ville qui ne voulait surtout pas de bois en façade. Là aussi, on est parfois dans des problématiques qui sont pas évidentes à gérer, mais on a fait le choix de rester là-dessus. Ça nous arrangeait aussi pour la paille, pour la mise en œuvre de la paille. Et puis donc menuiserie bois, brise-soleil en aluminium. Voilà, le plan est très simple avec un escalier qui permet de monter à l'étage et qui dessert ensuite les chambres. On a mis évidemment toutes les pièces d'eau en bas au rez-de-chaussée pour protéger les murs paille à l'étage, éviter en cas de sinistre de fuite d'eau. Voilà, au final, on voulait donc un bâtiment qui s'insère assez calmement dans le contexte, parce que c'est aussi une opération de logement très sociale, en fait, et dans le contexte du quartier, la mairie avait vraiment peur, la ville de Pierre-Bénite avait vraiment peur d'un refus de permis de construire. Donc on a joué sur une architecture qui est assez calme dans sa forme, même si elle est un petit peu contemporaine, l'aspect contemporain, mais c'est surtout l'efficacité, la pérennité et la discrétion qui étaient recherchées pour cette opération. Cette simplicité, on la retrouve aussi au niveau donc du système constructif. Là, vous avez des plans d'atelier de l'entreprise Bâti-Nature qui a été donc désigné sur appel d'offres. Là aussi, on avait fait des choix de stratégie pour pouvoir lancer l'appel d'offres. On était dans le cadre d'un marché public. Donc, une des grandes questions, c'était que nous, on devait tout dessiner, mais en même temps, on savait pas très bien quel professionnel en face répondrait réellement à l'appel d'offres. Donc, il fallait faire un système constructif qui soit suffisamment ouvert pour permettre à plusieurs entreprises de répondre et de varianter éventuellement, tout en tenant quand même les dimensions obligatoires du bâtiment, puisqu'on avait un permis de construire à respecter. Là, vous avez donc les plans d'atelier. On voit que le bâtiment est extrêmement simple. En gris, ce sont des parties maçonnées qui ont été réalisées par l'entreprise PEX. Vous avez ici donc les plans qui ont les murs, des éléments de mur ossature bois avec isolation de bottes de paille intégrée qui ont été tous préfabriqués en atelier. Ici, les éléments métalliques qui servent en fait à porter le plancher intermédiaire, qui est une dalle en bois massif de 14 cm. Et puis ensuite, on monte à l'étage. Voilà, quelques vues donc avec une coupe d'atelier. Vous avez le principe constructif avec donc des combles perdus, une fermette, une charpente en fermette industrielle préfabriquée, et puis donc une isolation en boîte de cellulose, le complexe de murs.
la dalle bois donc du plancher intermédiaire, le mur de refend en béton et l'ensemble donc porté sur un soubassement en béton armé avec à chaque fois donc une gestion des ponts thermiques sur l'enveloppe complète qu'on devait dans le cadre du Minergie-P. Et puis à droite donc vous avez la préfabrication des murs en atelier qui sont arrivés en fait sur chantier sous cette forme-là, mise en œuvre par Bâti-Nature, équipés de pare-pluie pour protéger la paille évidemment pendant le transport, pendant la pose, et jusqu'à ce qu'on ait pu poser une isolation complémentaire à l'extérieur en fibre de bois de 10 cm, dont on avait besoin pour atteindre le standard passif notamment, et aussi pour mettre la paille à l'abri définitivement pendant le chantier, et finir avec l'enduit qui était aussi demandé ou attendu par la ville. Voilà quelques photos du chantier. Donc là on est en février, mi-février 2012 ou 13, je sais plus, je vois pas bien, je sais même plus, 2013, oui 2013 sûrement. Voilà le montage donc des éléments maçonnés qui sont des prémurs qui étaient préfabriqués eux aussi finalement, donc qui sont arrivés, qui ont été montés en l'espace d'une dizaine de jours. Ici donc l'arrivée de l'entreprise Bâti-Nature avec des engins de levage et puis l'ensemble donc des murs que vous voyez arriver là, qui sont posés sur des racks et qui sont montés dans la journée en fait. Donc l'ensemble, le hors d'eau a été réalisé en une séquence de 4 jours. Et puis un mois plus tard, on avait déjà la toiture tuile qui était finalisée, donc un montage très rapide, l'avantage des filières sèches. Ensuite, ça a été un petit peu plus long sur l'intérieur, puisqu'on a travaillé sur le hors d'air dans le cadre du label Minergie-P. Là, il y a un gros travail qui a été fourni aussi par l'entreprise Bâti-Nature sur base des détails constructifs qu'on avait identifiés, évidemment, travaillés avant, notamment sur la gestion des embrasures, sur les raccords avec les soubassements, qui lui aussi est isolé. Vous voyez ici la pose des fenêtres. Chaque fenêtre pesait, j'ai oublié, je crois que c'est 80 kilos, il me semble, minimum. C'est triple vitrage, Voilà, et donc dans cette séquence de travaux, le plus long finalement, ça a été l'obtention de niveau d'étanchéité à l'air. Donc on a mis 1 mois et demi en fait pour être dans les normes du label Minergie-P, sachant que le Minergie-P impose des tests d'étanchéité à l'air qui sont un peu différents de ceux du BBCF Énergie, puisqu'il faut faire 2 tests à chaque fois en surpression et en dépression, et on fait la moyenne des 2 tests, c'est-à-dire qu'on fait travailler tous les éléments du bâtiment dans les 2 sens. Pas uniquement en dépression comme on peut le faire nous. Et ça, c'est un petit peu plus exigeant. Alors, ce qu'il faut dire aussi par rapport à ce test d'étanchéité à l'air, c'est que dès le premier test, on était largement dans la valeur du label BBC de l'époque, c'était le label BBCF Énergie, puisqu'on était 3 fois meilleur à peu près que ce que demandait le label. Mais on n'était pas encore passif. Donc on a fait toute une chasse aux fuites pour pouvoir y arriver. C'est aussi, ça montre un peu la grosse différence de qualité qu'il peut y avoir entre certains labels qu'on peut trouver notamment dans la réglementation thermique en France, qui parfois est assez souple sur certains points, et un label comme le label Minergie-P ou un label Passive House, où là on va très très loin sur les exigences. Voilà, ensuite le chantier s'est poursuivi donc pendant quelques mois. Ça, c'est une photo. Il a été livré en octobre 2014. On a mis à peu près 3 mois pour terminer tout ce qui était finition intérieure, aménagement extérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le coût peut-être de cette opération. Donc on est sur un coût qui est de 1 900 € hors taxe par mètre carré habitable. Donc c'est à peu près 300 000 € pour la construction de ce bâtiment. Hors taxe, et à peu près 75% sur le bâti et 25% sur le système, en gros. Donc 225 000 € pour le bâtiment et 75 000 € pour les équipements techniques.